On va passer maintenant à la Gambie. Un ancien compagnon d'armes et bras droit de l'ancien président Yaya Jammeh a admis lundi sa part de responsabilité pour l'arrestation, la torture et l'exécution d'opposants supposés, tout en niant son implication directe dans plusieurs cas emblématiques. Edouard Singate a été entendu pour la troisième fois en une semaine par la commission Vérité et Réconciliation chargée d'enquêter sur les crimes commis pendant les 22 ans du régime de Jammeh. Ce dernier en exil en Guinée équatoriale depuis janvier 2017 échappe pour le moment à la justice de son pays. Monsieur Singate, né au Royaume-Uni, est l'un des instigateurs du renversement par un groupe de jeunes officiers du régime de Daouda Jawara en juillet 1994. Ces officiers ont placé monsieur Jammeh à la tête d'un conseil provisoire des forces armées. Le fait, David Jagwavi, qu'un ancien bras droit de Jammeh vienne, reconnaisse disons un peu sa part de responsabilité dans un certain nombre de faits. Est-ce que ça participe d'une catharsis collective? Les gens vont se dire, ah ben tiens, ils commencent par reconnaître, on peut ouvrir notre cœur au pardon. Le principal instigateur de cette situation n'est pas là. Jammeh, les Gambiens auraient voulu écouter, entendre Jammeh venir s'expliquer sur ce qui s'est réellement passé durant toute la période où il avait dirigé la Gambie. Malheureusement, il est en exil chez le président équatorien. Et donc, il n'est pas pour le moment inquiété. Bon, c'est ces subalternes qui n'ont pas pu réussir à quitter le pays, qui aujourd'hui sont convoqués devant cette commission pour véritablement s'expliquer. Est-ce que les Gambiens auraient aimé que toute la vérité soit dite par le numéro 2 de Yaya Jammeh? Mais malheureusement, l'homme n'a pas reconnu tous les crimes qui ont été commis sous Jammeh, ayant été à une place aussi importante sous la présidence de Yaya Jammeh. Reconnaître que quelques crimes qui auraient été commis et nier le reste ne participerait pas à la réconciliation prônée par le nouveau gouvernement. Et c'est en cela que les Gambiens attendent toujours d'entendre la vraie version de ce qui s'était réellement passé. Ça n'empêche pas que des Gambiens élèvent la voix pour porter plainte, pour déposer des dossiers au niveau de cette commission. Vous savez, pendant toutes les années que Jammeh était au pouvoir en Gambie, à aucun moment les Gambiens ne parleraient de bien de la présidence de Jammeh, parce que l'homme a laissé des souvenirs pas du tout bien, et son départ avait été accueilli par les Gambiens comme une libération, une seconde libération, peut-être après celle de l'indépendance, une seconde libération de tout le peuple gambien. C'est en cela que la population s'est mobilisée derrière l'actuel président pour justement faire les choses, pour le soutenir, à poser les premiers actes allant dans le sens de la réconciliation. Ce numéro 2 qui a été interrogé cette semaine, malheureusement, comme je le dis, n'a pas réussi à convaincre beaucoup de Gambiens, parce que c'est des crimes indescriptibles qui ont été commis sous la présence de Yaya Jammeh. On parle d'assassinat, on parle d'enlèvement, on parle de torture, de meurtre, etc. Des corps qui ont disparu, qu'on n'a jamais retrouvés, des Gambiens ou des politiciens, des opposants qui ont été assassinés et dont on ne sait le sort qui leur est réservé aujourd'hui, des opposants qui sont partis en exil et qui ne pouvaient jamais revenir en Gambie aujourd'hui. Il est temps que toute la vérité soit dite pour que les cœurs puissent s'apaiser et que le pardon tant souhaité par l'actuel gouvernement puisse véritablement se faire. Les Gambiens n'ont pas besoin de mensonges. Les Gambiens n'ont pas aujourd'hui besoin que quelqu'un leur cache la vérité. Il faut dire les choses. Jammeh n'est plus là. Il faut dire les choses. Ils seront peut-être prêts à pardonner et à oublier. Alors aujourd'hui, cela pose la question même sur ce qu'on appelle chez nous justice transitionnelle,
où des gens commettent un certain nombre d'atrocités, reviennent après dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, demande pardon et puis on passe l'éponge. Oui, tout est question du choix du pays, puisque... C'est un bon choix? Non, attendez, tout dépend du gouvernement gambien, parce que la commission même, vous voyez son nom, Commission Vérité et Réconciliation. C'est une chose de connaître la vérité, une autre est de poursuivre les auteurs de ces crimes-là en justice, mais est-ce que si on opte pour la justice, ça pourra participer à la réconciliation? Parce que vous savez que beaucoup de personnes ont été secouées ou traumatisées sous le règne de Yahya Jammeh. Aujourd'hui, c'est une nouvelle ère pour la Gambie. Donc, il faudrait qu'on puisse mettre ensemble tous les Gambiens pour reconstruire ou développer ce pays-là. Moi, je veux croire monsieur Edouard qui a reconnu, qui a fait des aveux, mais il n'a pas reconnu son implication dans certains crimes. Parce que vous savez, quand vous êtes en dictature, comme ça se passe dans d'autres pays, les ordres viennent de partout. Oui. On peut l'associer sur certains trucs et d'autres non, parce que on connaît certains pays où là où doit intervenir peut-être les forces de l'ordre, on fait intervenir des militaires. Quand vous interpellez le ministre de l'Intérieur ou de la Sécurité, il vous dit, il n'est au courant de rien. Peut-être c'est vous, les journalistes, qui l'informez que, voilà, il y a telle bavure à tel endroit et à tel endroit. Et peut-être c'est à partir de vous, votre information, qui va se renseigner, qui a fait sortir les militaires ou qui a fait quoi. Donc, vous voyez que quand vous êtes dans un pays où c'est la dictature totale, il y a plusieurs pôles des fois de décision où tout est fait. L'objectif final, c'est d'arriver à conserver le pouvoir ou à protéger le pouvoir. Donc, il n'était pas obligé de reconnaître tous ces crimes-là, mais il a reconnu certains. Donc, il faut lui faire confiance. Peut-être que ça pourrait l'aider à revenir, puisqu'il y a toujours possibilité de revenir devant la commission pour s'il y a d'autres vérités à révéler à la population, il puisse venir. Le monsieur, c'est Singaté. Oui, Edouard Singaté. Voilà, il fait partie de l'entourage direct de Jammeh. C'est eux qui ont fomenté le coup. Oui, je n'en dis... Jammeh au pouvoir. Et donc, ils ont très vite mis en place un système pour purger d'abord, épurer l'armée et réunir que ceux qui sont avec eux. Et donc, tout militaire dans le temps qui osait porter sa voix contre l'actuel pouvoir de Gambie était systématiquement, non pas arrêté, mais tué. Parce que moi, je l'écoutais encore ce matin sur RFI, il a reconnu le meurtre de 3 militaires dissidents qui n'étaient pas d'accord avec la politique imposée par Jammeh dès les premières années de son arrivée au pouvoir. Mais Jammeh a fait des années au pouvoir. Aujourd'hui, si les Gambiens ont gardé cette peur en eux, c'est parce que le régime de Jammeh ne tolérait aucune critique, aucune opposition. Quand vous êtes, on vous dit ah bonjour, quand vous êtes dans le taxi et que vous parlez mal de Jammeh, à la minute où on vous descend à votre destination, c'est la police qui vous attend là-bas. Et donc, la population vivait dans une certaine peur, interdiction totale de critiquer le pouvoir. Et imaginez un peu ce petit pays avec toutes les diversités, comment dire ça, toutes les diversités d'opinions dans le pays. Il n'y a pas que des militants, des sympathisants de Jammeh. Il y avait une opposition et l'opposition était en exil. Si vous hasardez à revenir dans ce pays, direction la prison, la torture et à la fin, on vous tue, on fait disparaître votre corps. Et ce numéro 2 a participé à tous ces crimes puisqu'il était le numéro 2 de Yahya Jammeh. Il peut être le numéro 2, mais des choses pourront aussi lui échapper. C'est ce que moi je dis. Il ne reconnaît, il ne rejette pas en bloc tous les crimes.
il reconnaît avoir participé. Même le coup d'État qui a... voilà, donc il reconnaît. Et il a regretté d'ailleurs tout ce qu'il a fait. Donc je crois que les Gambiens doivent être assez, je ne sais pas comment le dire, disposés à se pardonner pour aller de l'avant. Parce qu'il faut prendre peut-être l'exemple sur ce qui a été fait en Afrique du Sud. Ça a beaucoup aidé ce pays-là à se reconstruire et à être au niveau où ce pays-là se trouve aujourd'hui. La différence qu'en Afrique du Sud, ce n'était pas le pouvoir. Le pouvoir n'était pas dirigé par les Noirs. Le pouvoir était dirigé par les Blancs. Oui, mais les Noirs ont accepté de tourner la page. Lorsque l'apartheid est tombé, des Blancs ont été convoqués devant le tribunal, devant la commission Vérité et Réconciliation. Ils ont reconnu, ils ont demandé pardon. Ici, en Gambie, on parle d'un chef d'État qui est arrivé au pouvoir d'abord par coup d'État et qui a annihilé toute divergence politique. Lorsque vous vous opposez au pouvoir de Jammeh, attendez-vous ou à partir en exil ou à être tué, etc. Et aujourd'hui, les Gambiens ne peuvent être prêts à accepter cette réconciliation qu'à la seule condition que ceux qui ont été cités ou ceux qui ont été reconnus coupables de ces crimes reconnaissent et fassent ce qui doit être fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, des familles entières en Gambie ont besoin de savoir où sont enterrés les membres de leur famille qui ont disparu. Oui, mais je suis d'accord. Je crois que le président Barrow, d'ailleurs, s'est engagé là-dessus, que toute la justice ou toute la lumière sera faite sur la gestion de Yahya Jammeh, mais n'oubliez pas que entre le discours de campagne et quand vous prenez, et il y a aussi la réalité, parce qu'aujourd'hui, il y a des pesanteurs. Parce que se permettre de mettre toutes ces personnes-là en prison, c'est de se faire automatiquement des opposants. Est-ce que ça va l'aider? N'oubliez pas que, comme vous l'avez dit, que c'est un si petit pays. Si on va se mettre à mettre toutes ces personnes-là qui ont participé au crime sous Jammeh en prison, je me demande combien de personnes vont rester dans... Parce que ça implique des familles aussi, hein, même s'ils n'ont pas participé au premier degré de ces crimes-là. Les crimes-là, d'une manière ou d'une autre, leur a profité, parce que c'est eux qui avaient le monopole de tout ce qu'il y avait comme richesse ou de tout ce qu'il y avait dans ce pays-là. Donc, vous voyez que il faut faire la part des choses. Je suis heureux que la commission, il y a un volet réconciliation. Il faudrait que le processus soit bien conduit pour que cette réconciliation-là soit effective. Parce que dans les autres pays où on a mis en place cette commission-là, il faut dire que le volet réconciliation n'a toujours pas marché en tant que tel. Il y a quand même un souci dans ces genres de commissions, c'est que vous avez la personne qui vient, qui dit « oui, j'ai participé à ceci ». Par exemple, en l'espèce, il dit je reconnais ceci, mais ma responsabilité est tellement mineure. Et ça suffit pour passer l'éponge sur ce qui s'est passé? C'est ça le problème. Il ne suffit pas juste de reconnaître le crime qui a été commis. Il faut endosser cette responsabilité. Parce que personne ne vous a forcé à commettre ces crimes-là. Justement, je me rappelle, il y a un membre de la commission qui lui a dit, mais vous n'avez rien fait, vous aurez pu démissionner, partir en exil. Il répond, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà. Est-ce que Jammeh lui donnera même la possibilité de partir en exil? Parce que sa vie aussi est en jeu. Les gens sont partis en exil. Oui, mais d'autres ont essayé. Ça n'a pas abouti. Oui, mais à partir du moment où vous n'avez pas été capable de rejeter ces offres qui vous ont été faites par le président ou par son entourage, à savoir tuer, et bien aujourd'hui, reconnaissez quand même votre part de responsabilité. Quand vous reconnaissez la part de responsabilité, ne vous arrêtez pas seulement à un nombre de crimes que vous avez commis. Tout le monde sait combien de personnes Jammeh a tué. Tout le monde sait combien de personnes l'entourage. On parlait même d'une milice que Jammeh avait mise en place en Gambie, qui
qui étaient sans contrôle, c'est-à-dire que c'est des miliciens. Oui, vous savez, dans toute dictature, il y a toujours cette milice-là qui existe, hein. Même au Soudan, je crois, on va revenir au Soudan, dans d'autres pays où c'est la dictature. Totale, ils étaient protégés par le pouvoir que pour rien, on sort une arme, on vous tire dessus. Jammeh a tué plus de Gambiens pour pouvoir sauvegarder son pouvoir, alors qu'il n'avait pas besoin de commettre tous ces crimes-là. Et donc aujourd'hui, malheureusement, lui-même, il n'est pas là. C'est ça aussi le problème avec les subalternes, l'entourage d'un chef d'État dictateur qui fuit le pays après être renversé. C'est son entourage qu'on arrête et qu'on juge. Malheureusement, il porte la responsabilité des crimes qui sont commis sous Yahya Jammeh. Donc aujourd'hui, avant que les Gambiens acceptent cette réconciliation, il faut qu'ils aient quand même l'honnêteté de reconnaître ce qui s'est passé. Il ne suffit pas de s'arrêter à un nombre. Il parlait de 3 militaires dissidents qu'il aurait fait tuer lui-même. Mais comment vous pouvez vous permettre d'enlever la vie des gens parce que ces personnes ne se retrouvent pas dans votre ligne politique? Mais c'est terrible. Et puis il y a un autre cas, le cas de 11 militaires qui étaient accusés par le régime de préparer un coup d'État. Il a dit que Jammeh avait donné l'ordre de ne pas faire de prisonniers, donc clairement de les exécuter tous. Et il dit, en tant que tireur d'élite, je détiens toujours des records au sein de l'armée nationale gambienne. Si j'avais voulu tuer, aucun d'eux n'aurait pu échapper. J'aurais pu les avoir à 300 mètres et encore bien plus facilement à 15 mètres. Est-ce que vous avez là quelqu'un qui est dans la... Oui, ça voudrait dire qu'il n'a pas écouté ce que l'ordre que Jammeh lui a intimé. En fait, il voudrait dire, j'ai pas tiré sur ces gens, mais le fait est que ces gens ont été tués. Et c'est à lui qu'on a donné l'ordre, ne faites pas de prisonniers. Oui, mais il ne l'a pas fait. Oui, peut-être que lui aussi a donné peut-être l'ordre à d'autres. Je vous dis, en Gambie, lorsque Jammeh vous appelle et vous dit, tuez cette personne, dans la seconde qui suit, si vous ne tuez pas cette personne, c'est vous-même qui serez tué après. Parce que il y avait une terreur qui régnait sous le pouvoir de Jammeh. Et tous étaient tellement omnubilés par le pouvoir qu'ils se disent les ordres viennent d'en haut. Ouais. Et comment un militaire, sans avoir peur, peut tenir des propos qui font aussi froid dans le dos? Non, mais les militaires, ils sont après tout, ils sont formés pour tuer ou pour défendre. Là, ils sont devant une commission qui prône la vérité et la réconciliation. Mais quand vous... Et il dit sa vérité. Il dit sa vérité à mon avis. Non, c'est pas pour moi, c'est pas toute sa vérité, parce que je vous dis, à partir du moment où il s'est mis dans l'esprit qu'il faut nier certains crimes. Aujourd'hui, les Gambiens n'ont pas besoin de ce mensonge-là. Ils ont besoin que toute la vérité puisse sortir. Non. Le monsieur qui a été le numéro 2 qui a été arrêté, il n'a plus rien à gagner. Aujourd'hui, il est aux arrêts. Qu'est-ce qui prouve qu'il va être libéré? Il ne va pas être libéré. Mais déchargez-vous de ce poids qui pèse sur votre conscience depuis des années. Si les autres venaient d'en haut, vous n'êtes pas dans l'obligation de les exécuter. Mais vous êtes, après tout, vous êtes Gambiens. Ceux que vous tuez, c'est des Gambiens aussi. Et aujourd'hui, quand on fait le bilan du règne de Yahya Jammeh, aucun Gambien ne dira du bien de Jammeh quand il était au pouvoir. C'est terrible que vous arrivez au pouvoir et que vous mettez autant de sang autour de votre pouvoir. Mais à la fin, regardez comment il est parti. Celui qui a bâti ce pays, celui qui s'était immensément enrichi. Aujourd'hui, il est parti par la petite porte. Et aujourd'hui, quand on parle de Jammeh, en Gambie, surtout dans la capitale, aucun Gambien n'a envie d'évoquer son nom parce qu'il rappelle des moments sombres de l'histoire politique de ce pays. Alors, maintenant, ça repose la question même de l'efficacité des commissions vérité et réconciliation. C'est vrai, beaucoup donnent l'exemple de l'Afrique du Sud, mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de tensions, beaucoup d'électricité entre noir et blanc. Est-ce que c'est le moyen le plus efficace à amener à la réconciliation? Oui, comme vous le dites si bien, il y a des tensions en Afrique du Sud, mais ça n'empêche pas ce pays-là d'avancer. Au moins, à partir de cette commission, toute la lumière, ou ne serait-ce que un pan
de la lumière a été fait sur tout ce que les atrocités qui ont été commises dans le pays. Je crois que avec ces aveux-là de ces dignitaires du règne de Yahya Jammeh, les Gambiens sont en train de faire une rétrospective et donc rétro-inspection. Donc ils sont en train de connaître, parce que il y a des crimes qui sont commis loin des Gambiens. Donc, à partir de ces aveux-là, tout est clair pour les uns et les autres. On sait qui a fait quoi pendant quel temps, et donc c'est un peu ça. Donc les commissions, vous savez, les commissions, il le faut, mais ces commissions-là aussi doivent revoir peut-être leur mécanisme. Si je me base sur ce qui est fait chez nous, vous savez que ça n'a pas comblé toutes les attentes, mais on fait avec. Justement, c'est ça. Est-ce qu'il s'agit de faire avec ou de faire quelque chose qui est efficace? Oui, vous savez, c'est que le problème en Afrique, c'est qu'il y a trop de copier-coller. Il faudrait que, pour ces genres de choses, il faudrait que chaque pays, et en fonction de ses réalités, puisse mettre la commission qu'il faut en place pour le travail. Vous savez aussi que des fois, le choix des commissaires de ces commissions-là pose problème. Et parce qu'on a l'impression que tout est fait dans le sens d'un règlement de compte. Quand c'est comme ça, c'est faussé d'avance. Donc, il faudrait que le travail de la commission soit un travail impartial. On attend les conclusions des travaux de cette commission, et je crois que le président Adama Barrow et son gouvernement vont décider de la suite à donner aux recommandations de cette commission. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà, il faut aller plus loin, il faut prouver, il faut à un moment arrêter de faire les yeux doux à ces assassins, à ces meurtriers qui ont passé toute leur vie au pouvoir tuer. Vous avez vu comment les nazis ont été traqués à la mort de Hitler, un peu partout dans le monde. Mais ne perdez pas de vue que nos pays sont fragiles, hein? Parce que si vous n'avez pas un fondement solide et vous voulez aller à la chasse aux sorcières, vous risquez d'embraser le pays au lieu de... Nous avons le fondement solide. Nous avons la Gambie a aujourd'hui un nouveau président, un nouveau gouvernement qui a envie de tourner la page sombre de l'ancien président. Vous avez vu comment les chefs de guerre ont été traqués en RDC, au Rwanda, au Burundi, un peu partout dans le monde. Et vous avez vu le désordre que ces chefs de guerre-là ont créé tout dans la région là, des lacs dont vous évoquez. Mais aujourd'hui, ils sont derrière les barreaux. Mais pas tous. Mais pas tous. Parce que tous n'ont pas... Et il y a certains parmi eux, même derrière les barreaux, ils sont plus puissants sur le terrain. Mais tous n'ont pas pu être mis aux arrêts. Aujourd'hui, quand on parle de vérité, réconciliation, justice, au Togo, ils ont ajouté justice. Finalement, qu'est-ce que ça a donné? Au Rwanda, on peut quand même l'accepter. On a vu un peu ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec cette même commission qui a été mise en place. Au Rwanda, je ne sais pas si ça a marché ou pas, parce que c'est le même régime qui est toujours là. On attend que peut-être l'ère Kagame passe pour voir si véritablement... Les Rwandais se sont mobilisés derrière le président. Ils ont fait ce qu'il faut. Lorsque vous arrivez à Kigali aujourd'hui... Mais il n'y a pas de véritable... L'opposition a été toujours étouffée. Moi, je ne parle pas d'opposition. Je parle de ceux qui ont commis des crimes. Les cœurs sont aujourd'hui apaisés au Rwanda. Parce que les gens sont venus reconnaître, après avoir reconnu leurs responsabilités, ils ont été mis aux arrêts. On leur a imposé des peines. Ils ont été emprisonnés. Et en Afrique du Sud, c'était la même chose. Des Blancs qui avaient imposé l'apartheid avaient été, et après leur audition, ils ont été mis aux arrêts. Mais ailleurs, au Togo, qu'est-ce que ça a donné? En Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ça a donné? Et en Gambie, c'est le même schéma. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut aller au-delà de ça. Il ne suffit pas de tuer et de venir dire oui, j'ai tué, je demande pardon parce que nous sommes dans un processus de réconciliation, etc. Je demande pardon au peuple et puis bon, voilà, vous êtes libre. Non.
ça va encourager toujours ces crimes. Lorsque des sanctions ou des peines vont être prises contre ces personnes, eh bien, ça va décourager ceux qui seront tentés d'aller au-delà. Et donc, ce schéma qui est tout le temps proposé, vérité, réconciliation, oui, mais voilà qu'il ment. Le numéro 2, il commence déjà à mentir, alors qu'il est venu pour dire la vérité. Il choisit la part de vérité à dire, et c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il maintient. C'est ça aussi le risque, on ne sait pas si ce qu'il dit est vrai ou faux. Non, je crois qu'il revient aussi peut-être à la justice, si jamais ils optent pour la voie judiciaire, de faire son travail pour faire toute la lumière sur son aveu, si à des niveaux donnés, il était impliqué, mais il ne voulait pas en parler. Tout ça là, on laisse le soin à la justice de faire son travail. Ou encore, je ne sais pas si la commission a mandat d'aller au-delà de ces aveux-là pour investiguer, pour faire ressortir toute la lumière sur cette affaire. En tout cas, c'est une affaire qu'on va continuer de près et en parler éventuellement dans d'autres numéros de Regard Croisé. On va aller maintenant à la grande pause et nous revenons après le journal.